Data Marketplace. Comment devenir acteur de son écosystème de données avec Fabrice Tocco, qui est co-CEO de Dawex, et Ludovic Codeloupi, qui est International Product Leader MGTS. Et on va s'installer tous les trois. J'ai oublié de mettre mon fauteuil. Beaucoup. Alors, on va commencer par le début. Fabrice, c'est quoi déjà Dawex? Micro, c'est bon, bonjour. Fabrice Tocco, enchanté, donc je suis co-fondateur de Dawex. Et Dawex est une solution technologique de plateforme d'échange de données, donc, qui permet aux entreprises d'échanger des données, que ce soit des données personnelles, des données industrielles, avec les 4 piliers de l'échange de données, la partie technique, contractuelle, réglementaire et licensing. Et donc, ça existe depuis quand? C'est financé comment? La société est créée depuis 2015. Aujourd'hui, on a des clients à peu près dans tous les secteurs d'activité, dans le spatial, dans le retail automobile, dans l'agriculture. On équipe la plateforme d'échange de données du secteur agricole français et bientôt européen, et d'autres secteurs comme la culture, l'agroalimentaire, le tourisme. Et Ludovic, alors c'est quoi MGTS? Donc, bonjour à tous. MGTS, en fait, ça parle à personne, j'imagine, mais c'est la centrale d'achat du groupe Mobivia. Alors, Mobivia, vous nous connaissez sûrement sur les enseignes Noroto, Midas et ATU, qui est le gros distributeur en Allemagne. Donc Mobivia, je rappelle quelques chiffres, c'est 2000 points de vente en Europe, 3 milliards de chiffre d'affaires, et effectivement, nous sommes un des leaders dans notre secteur d'activité. Et donc, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions sur la data. Comment vous avez atterri chez Dawex? C'était quoi la démarche à l'origine? La démarche, elle est assez simple. En fait, on a identifié deux axes finalement. Le premier axe que j'entends beaucoup ce matin, c'est la data for business. Donc, comment j'arrive à faire venir du client par le retail média, par l'audience, par tous ces genres de choses. Et l'autre pendant, je n'ai pas trop entendu ce matin, c'est la data as business. Donc finalement, grâce aux insights qu'on peut avoir de la part de nos clients, le comportement, les tendances, l'historique et ainsi de suite, comment on peut derrière créer de la valeur et ça intéresse l'externe, des assureurs, des constructeurs, des manufacturiers et ainsi de suite. Et donc grâce à ces données, on peut venir quelque part leur donner des nouveaux éléments pour mieux prédire le marché, pour mieux utiliser les ressources de demain. Donc c'est ce genre d'exemple qui nous a motivés à aller dans la data as business. Mais il y avait des exemples en tête du COMEX quand ils ont commencé cette démarche-là. C'était quoi? C'était Amazon? C'était quoi Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à ça? Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus digital. Vous le savez tous. Et quelque part, aujourd'hui, la data, ça devient un enjeu stratégique et je dirais même un enjeu vital pour les acteurs de la mobilité. Donc on est obligé de s'intéresser à ce sujet-là. Et quelque part, voilà, il y a tout ce qu'on peut faire autour de rester présent dans le marché de demain, au travers de l'audience, mais aussi quelque part de la création de valeur qu'on peut avoir autour de cette donnée. Alors comment vous tombez sur Dawex? Vous faites un appel d'offres? Vous faites quoi? Sincèrement, moi je suis un rookie dans la data, je le dis souvent. Un rookie? Un rookie parce que quand vous voyez mon nom, International Product Leader, ça veut rien dire, je pense pour vous. En réalité, je suis un acheteur. Donc moi je suis MGTS, vous l'avez compris, c'est la société d'achat du groupe Mobivia, donc je suis un acheteur. Mais je suis un acheteur entrepreneur, donc je suis curieux. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions il y a 1 an et demi sur la donnée qu'on avait, qu'est-ce qu'on peut en faire, et ainsi de suite. On avait assisté à une interview d'un de nos grands fournisseurs qui nous avait expliqué ce que la data allait pouvoir amener demain. Et puis, on a connecté très facilement avec des connaissances, avec Dawex, qui nous a quand même permis d'accélérer. Il faut le dire, on s'est posé beaucoup de questions. On a des data scientists, on a des analystes, on a une société interne chez Mobivia qui utilise tous les algorithmes,
les météos et ainsi de suite. Mais finalement, derrière, voilà, depuis quelques temps, depuis très longtemps, on se dit qu'on peut faire quelque chose avec. Mais il faut reconnaître que Dawex nous a permis d'accélérer. Alors, donc, vous rencontrez Dawex, et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout simplement, une première phase d'advisory, on peut dire dans le langage. Donc, de conseils, on va privilégier les mots en français. C'est vrai. J'ai beaucoup entendu des anagrammes anglais ce matin, et c'est vrai que... C'est vous qui prenez la correction pour tout le monde. C'est vrai. Vous avez... Tout à fait. Donc une phase de conseil qui a duré 6 mois, qui nous a permis de bien comprendre ce qu'étaient nos données, de travailler sur des use cases, de bien comprendre finalement... Des cas d'usage, donc. Merci Geneviève. Comme quoi l'anglicisme revient très vite. Donc des cas d'usage, de bien comprendre la loi, sur quoi on devait bien faire attention. Bien sûr, on est RGPD compliant. Pardon, c'était juste la blague. C'est pour réveiller un peu l'assistance, je vous trouve un peu endormi. Oui, non, vous avez plus de rire que Cyril d'avant, ce qui est quand même une performance. Ouais, je vais peut-être changer de métier finalement. Et finalement, tous ces études de cas d'usage, tous ces workshops, je vais utiliser ce mot-là, parce que des ateliers, je vais dire ateliers, nous ont permis finalement de bien comprendre ce qu'on avait pour nous et comment on pouvait accélérer, comment on pouvait finalement faire un business avec ces données. Et donc, qu'est-ce que vous faites comme business avec ces données? Aujourd'hui, on travaille sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des insights, du comportement client, des profils clients. On a créé une marketplace qui est en... Une place de marché. Oui, une place de marché qui est ouverte et pas en live depuis juin 2021. Et donc aujourd'hui, on est rentable. On a des clients qui sont une première partie qui a été plutôt orientée sur nos fournisseurs originels. Donc qui ça? Les grands manufacturiers de pneumatiques. Genre Michelin, etc. Je ne citerai pas de nom là, mais effectivement, ça fait partie de ces grands noms que vous trouvez dans nos enseignes, de toute façon. Mais pas que, il y a aussi finalement tout l'écosystème connexe, qui sont les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, ce genre de personnes. Et vous achetez quoi, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement? Déjà, on est au tout début de l'histoire, donc on démarre on a voulu finalement démontrer au travers des premiers cas d'usage, des premiers produits qu'on a vendus vers notre cible qui étaient nos fournisseurs, pour démontrer à notre COMEX que c'était rentable. C'était rentable. Et donc maintenant, on attaque la deuxième phase. Vous élargissez. Exactement. Et donc, comment vous faites les tarifs? Les tarifs sont bâtis sur plusieurs critères. La fréquence d'échange, la rareté de la data, et derrière, après, je pense qu'il y a encore un troisième qui peut être Oui, non, je pense qu'on peut rester sur ces deux-là, finalement, la fréquence et la rareté. Et est-ce que c'est aussi un peu... vous avez un gros client, il paye plus cher qu'un petit, par exemple? Non. Est-ce que... mais c'est quand même du tarif qui est fait de gré à gré pour l'instant. Exactement. C'est pas de l'enchère. Non, c'est pas de l'enchère. Est-ce que ça pose pas des problèmes, ça, que les tarifs soient faits comme ça? Ou est-ce que on va formuler la question différemment. Est-ce que ça sera un progrès le jour où vous pourrez faire des enchères sur la data? Aujourd'hui, si je prends l'exemple, par exemple, allez, on va prendre un pneumatique, puisque vous avez cité Michelin. Oui. Aujourd'hui, Michelin, vous allez sur un 205-55, je rentre très technique, mais vous allez chez Allopneu, chez Norauto.fr, vous pouvez comparer le prix. Il y a un benchmark. Sur la data, il n'y a pas de benchmark. Donc, c'est très compliqué de setter un prix. Déterminer un prix, excusez-moi pour mon anglicisme, mais c'est vrai que peut-être que l'enchère va amener un catalogue de prix ou un barème de prix plus officiel. Mais aujourd'hui, c'est le début, donc j'ai un peu de mal à me projeter pour l'instant sur ça. Les Fabrice, alors ces enchères, est-ce qu'elles vont venir ? La question du prix, elle est souvent fixée par la maturité des intervenants. Et dans la donnée d'insight, les intervenants acheteurs sont souvent très mûrs, puisque c'est déjà des études. Et donc, ils ont un benchmark
Ils ont une capacité de comparaison facile avec le marché. Et donc finalement, c'est l'acheteur qui va fixer son prix par rapport à l'alternative qu'il pourrait trouver. Donc la question de la fixation des prix, contrairement à la donnée d'activation média où il y a déjà des plateformes qui fonctionnent et qui tournent, dans les données d'Insight, elles se font par l'historique et la comparaison de l'alternative du marché avec des sociétés qui vendent déjà des données. Donc ça, c'est un point. C'est sûr que ce que nous, on voit arriver dans ce secteur-là, notamment avec l'arrivée de la réglementation Data Governance Act et Data Act, c'est l'accélération de, on va dire, une forme de financiarisation de la donnée, quelle que soit la donnée. Donc de mécanismes plus sophistiqués pour la fixation des prix. Aujourd'hui, on est dans un mécanisme, on va dire, encore très éloigné du mécanisme publicitaire. Mais en fait, oui, dans les années qui viennent, il y aura des mécanismes plus... Bien dans le micro. Plus pointu. Plus pointu. Est-ce que vous pouvez nous donner, Fabrice, des exemples de qui vend quoi à quoi? Par exemple, vous sortiez souvent un exemple de la Société des autoroutes autour de Londres. Eux, ils vendent des données sur votre plateforme, mais ils les vendent à qui? Ça, c'est une très longue histoire. Un jour, le périphérique de Londres a été contacté par une grande société américaine pour récupérer des données, en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte que les données étaient revendues, réutilisées pour être redistribuées à des assureurs. Donc, avec très peu de travail au milieu finalement. Et ils se sont dit, mais en fait, on pourrait nous-mêmes, ces données, on les connecte, c'est du comportement, on connaît l'accidentologie, on connaît ce que coûte 1 kilomètre d'entretien d'autoroute, 100 mètres d'entretien d'autoroute, on sait ce que coûte un échangeur, on a des informations sur les véhicules qui payent leur abonnement pour rentrer sur le périphérique. Et donc, ces données-là ont une valeur. Et la manière dont on procède, c'est comme... commencer à l'expliquer Ludovic, c'est par écosystème. Il est naturel de penser à son écosystème proche lorsqu'on veut commencer à distribuer des données d'Insight. Et on retombe dans le 20-80, il y a beaucoup de données qui vont intéresser des écosystèmes plus éloignés qu'on ne pourrait pas toucher naturellement ou auxquels on ne penserait pas. Surtout que c'est un système mondial d'AWEX. Vous êtes présent... Nous, on fournit une technologie qui permet à nos clients, comme MGTS, de rayonner partout dans le monde et d'avoir des acquéreurs partout dans le monde. Et en ce moment, je sais qu'il y a des connexions qui sont en train de se faire avec des sociétés américaines qui ont un intérêt à pouvoir accéder à des données d'Insight automobile. Alors, vous parliez de faire du business avec ces données. Vous disiez que ça a été prouvé, mais est-ce que vous pouvez donner un peu des chiffres ou des ordres de grandeur du démarrage ? Toujours compliqué de donner des chiffres comme ça, mais je dirais qu'il y a un ratio x2 entre le coût et ce qu'on a généré. Ah ouais, c'est pas mal. Oui. Nous, ce qu'on observe, c'est que ça peut, pour une société dans la distribution, ça peut être 1-2% du chiffre d'affaires. Donc ça fait une part non négligeable de la rentabilité. Mais surtout que c'est de la pure marge, oui. Oui, et là, on ne parle pas de données personnelles. C'est vraiment de la donnée comportement. Vous avez un gros éléphant dans votre jardin maintenant d'AWEX puisque Amazon vous a rejoint. Tout à l'heure, je me dis tiens, ça va finir par sortir la question d'Amazon. Mais en fait, la maturité du marché joue pour nous. Aujourd'hui, il y a très peu de grandes marques qui ont envie d'aller distribuer leurs données dans une place de marché où il est marqué AWS en fait. Donc, et quand on regarde aujourd'hui les fournisseurs qu'il peut y avoir sur ce genre de plateforme, ce sont des data spécialistes qui finalement considèrent ça comme un canal supplémentaire. Or, la distribution de données, ce n'est pas que du revenu direct, c'est aussi une forme de création d'écosystème. Or, on ne peut pas développer un écosystème si on n'a pas sa propre plateforme. Donc c'est pour ça que nous on fournit de la marque blanche pour permettre à nos clients de développer leur business, leur écosystème. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais c'est tout à fait ça. J'ai pas, Pas un petit anglicisme ? Si, je pourrais, mais je sais pas si l'assistance est prête à ça. Donc, Bon, très bien. Donc on va passer aux questions de la salle. On vous regarde. On a passionné beaucoup de monde. Là, pas du tout. Je vais retraduire votre question. Donc dites-nous. Sur la plateforme, est-ce que les données sont des données statistiques ou est-ce qu'il y a des données personnelles ? Alors, ce sont les plateformes qu'utilisent notre techno est utilisée par nos clients. Donc, nos clients peuvent échanger des données industrielles et ou des données personnelles. Donc, quand on a créé cette techno, évidemment, la RGPD n'était pas encore sortie, mais on est allé voir la CNIL en leur disant on va sortir une techno qui va permettre d'échanger
toutes les données. Donc aujourd'hui, on est RGPD compliant et on sera Data Governance Act et Data Act conforme. Donc oui, on peut échanger des données personnelles et... pardon ? Les pratiques sont données statistiques ou données personnelles? Beaucoup de données non personnelles. C'est plutôt aujourd'hui des données non personnelles, des données industrielles. Aussi, les données personnelles, je pense qu'elles restent encore beaucoup du côté de la partie activation. Et comme je l'expliquais à votre collègue, Madame de Webborama, ce n'est pas vraiment notre marché, la partie activation n'est pas notre secteur. Donc on n'est pas en concurrence avec les CDP, des DMP, pas du tout. Donc nous, ce qu'on voit arriver, c'est toute la masse de données industrielles ou de données anonymisées ou comportementales qui aujourd'hui est peu exploitée en termes de revenus. Une autre question. Est-ce que vous avez des cas d'usage avec des données d'objets, l'Internet of Things en français? Évidemment, l'IoT va être un énorme pourvoyeur de data. Il y a une très belle combinaison juridique avec la question de la RGPD et la donnée industrielle. Donc là, retour à ce qui se passe, en tout cas pour l'Europe, à la Commission européenne, et renvoi au Data Act, Data Governance Act, qui est en train d'essayer de mettre au clair, est-ce qu'une donnée d'IoT, en fonction de quel type d'IoT est une donnée personnelle ou une donnée industrielle à qui elle appartient, et quelle réglementation s'applique? Donc oui, il y a de plus en plus de données type IoT qui arrivent. Une autre question ou on enchaîne? Je vous regarde. On enchaîne. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous.